Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité au Liban, la séance législative du Parlement reprend à 18 h. Les députés sont appelés à examiner 21 textes de loi. Ce mercredi, Saad Hariri a reçu à sa résidence au centre-ville de Beyrouth les ambassadeurs des États-Unis et de Russie. Les diplomates ont salué les efforts déployés par le chef du CDF dans le cadre de la présidentielle. Le troisième débat présidentiel aux États-Unis, c'est ce soir à Las Vegas avec la confrontation ultime entre Donald Trump et Hillary Clinton et qui est désormais en tête dans la plupart des sondages. Le président de la Chambre, Nabi Berri, a levé la séance législative du Parlement qui se tenait depuis ce matin. Les débats reprendront à 18 h, place de l'Étoile. Les députés réunis en séance plénière, en l'absence des parlementaires du parti Kataeb, sont appelés à examiner 21 textes de loi à l'heure où la présidentielle est vacante depuis le 25 mai 2014. La loi électorale aurait été retirée de l'ordre du jour de cette séance qui se tient sous le chapitre de la législation de nécessité pour voter des lois financières liées aux obligations internationales du Liban. Le chef du Parlement a affirmé à l'ouverture de la séance qu'il ne prendrait pas la responsabilité de paralyser l'élection du président de la République, assurant que les députés de sa formation assisteront à la prochaine séance consacrée à l'élection d'un chef de l'État. C'est le 31 octobre prochain. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, qui soutenait jusque-là la candidature du chef des Maradas, Sleiman Frangieh, à l'élection présidentielle, devrait bientôt annoncer son appui à Michel Aoun, le fondateur du courant patriotique libre soutenu par le Hezbollah et les forces libanaises, mais plus par le camp de Nabi Berri, qui a exprimé son opposition à la candidature de Michel Aoun, dénonçant en retour au tandem sunnito-maronite. Ce mercredi, Saad Hariri a reçu à sa résidence au centre-ville de Beyrouth les ambassadeurs des États-Unis, Elizabeth Richard, et de Russie, Alexander Zaspikin. Nous saluons les efforts déployés par Saad Hariri au niveau de l'élection présidentielle et nous appelons les partis politiques à une entente à ce sujet le plus tôt possible, a déclaré je le disais, le diplomate russe. Maintenant, des décombres d'Alep aux ors de l'Élysée, François Hollande a reçu ce mercredi à Paris Raed Saleh, le chef des Casques Blancs syriens, une organisation humanitaire qui se veut neutre et qui porte secours aux victimes des bombardements en Syrie dans des zones tenues par l'opposition. Le président français a également accueilli une délégation de personnalités d'Alep qui compte notamment des médecins de la ville. Le Premier ministre Manuel Valls et l'Assemblée nationale ont eux aussi rendu hommage aux Casques Blancs, dont une délégation a été reçue au Palais Bourbon. Les explications de Julie Chouteau. Je salue en votre nom à tous la présence dans les tribunes d'une délégation de citoyens de la ville d'Alep. Elle est composée de représentants des Casques Blancs, du comité civil d'Alep et de la profession de médecin. Sous les ors du Palais Bourbon, les Casques Blancs syriens ovationnaient. Une manière de leur témoigner le soutien de la République. La France ne vous abandonnera jamais. Elle sera toujours à vos côtés, au nom de la liberté, au nom de la conception des droits de l'homme, au nom des combats que la France a toujours menés contre la barbarie. Une visite qui intervient alors que la Russie annonce une trêve de quelques heures sur la ville d'Alep ce jeudi. Une trêve en laquelle les Casques Blancs ne croient plus. Il y a déjà eu 3 tentatives de cessez-le-feu à Alep, dans l'est de la ville, dans la partie assiégée. Mais malheureusement, ça n'a rien donné, aucun résultat. Là, nous espérons que ça va permettre à davantage de gens de survivre. Mais pour être honnête, mes collègues sur le terrain n'ont aucun espoir par rapport à ça. Et nous n'avons plus confiance, ni dans le cessez-le-feu, ni dans les décisions politiques. Les Casques Blancs sont en première ligne à Alep et dans plusieurs zones rebelles de Syrie. 3000 bénévoles qui risquent leur vie pour sauver les nombreux civils victimes des bombardements et des combats. Leurs vidéos poignantes postées sur les réseaux sociaux les ont rendus célèbres, comme celle-ci ornée de leur logo les montrant en train d'extraire un enfant des décombres. Les Casques Blancs se définissent comme neutres et apolitiques, mais sont qualifiés de terroristes par le régime de Bachar al-Assad.
Le cessez-le-feu de 8 heures proposé par la Russie est donc jugé insuffisant par les casques blancs. Selon eux, plus le conflit avance et plus les choses se compliquent. Ancienne capitale économique de Syrie, Alep est le principal front de la guerre qui déchire la Syrie depuis mars 2011 et qui a fait plus de 300 000 morts. Cécile Galuccio. Alep-Est, enseveli sous d'épais nuages de fumée. Ces images ont été tournées lundi. Ce sont les dernières en date. Les bombes tombaient alors toujours sur la ville. Mais depuis, la Russie a annoncé la suspension de ses raids et de ceux du régime syrien. Un signe de bonne volonté selon Moscou, afin de permettre à ceux qui le souhaitent, civils ou insurgés, de quitter la ville. Il est extrêmement important pour ceux qui ont une influence sur les groupes armés d'opposition dans l'est d'Alep et même au-delà, d'intensifier les efforts pour séparer rapidement toutes les forces de l'opposition modérée des entités terroristes désignées par le Conseil de sécurité. Nous insistons, toutes les parties doivent cesser de se battre. Car si le danger ne vient plus du ciel, dans les rues, les combats opposent toujours les forces gouvernementales aux rebelles dans le secteur de la vieille ville. Des violences qui devraient normalement cesser jeudi matin à 8 h jusqu'à 16 h heure locale. Toutes les parties doivent prendre des engagements pour assurer la sécurité du passage de l'aide humanitaire, sans aucune entrave, de manière à ce que les secours puissent être acheminés vers la zone et que les malades et les blessés puissent être évacués. Mais ce cessez-le-feu est jugé trop court par l'ONU pour livrer toute l'aide nécessaire au quartier assiégé. Car Alep-Est, ce sont 250 000 habitants soumis depuis le 22 septembre à un déluge de feu. Cette trêve, la troisième depuis le début de l'année, pourrait n'avoir pas plus de résultats que les précédentes. Très peu de civils avaient utilisé les corridors humanitaires que l'armée russe avait annoncé avoir ouverts. 48 heures après le lancement de l'offensive sur Mossoul, les forces irakiennes soutenues par la coalition gagnent progressivement du terrain. Barack Obama affirme toutefois que la bataille risque d'être difficile. Le président russe Vladimir Poutine a souhaité plein succès à l'armée irakienne et à ses alliés pour parvenir à leur fin, selon un communiqué du Kremlin. Les explications d'Axel May. Ces scènes de libération, comme ici dans ce village à une trentaine de kilomètres au sud de Mossoul, se multiplient depuis le lancement de la grande offensive dimanche soir. Équipés de matériel fourni par les Américains, les dizaines de milliers de militaires irakiens ainsi que les combattants kurdes et chiites mobilisés pour reprendre Mossoul attaquent sur deux fronts simultanés, au sud et à l'est. Nous sommes optimistes. Le moral des troupes est bon. Nos ennemis combattent seulement avec des lance-roquettes portables et cela montre qu'ils sont en train de perdre. Cette vidéo djihadiste est censée avoir été tournée à l'est de Mossoul et a été diffusée au lendemain du lancement de l'offensive de l'armée irakienne, comme pour montrer que les combattants de l'organisation de l'État islamique sont prêts à résister. Il ne serait plus que quelques milliers dans Mossoul. Mossoul sera un combat difficile, il y aura des avancées et des revers. Mais je suis confiant, le groupe État islamique sera vaincu à Mossoul et ça marquera un nouveau pas vers sa destruction totale. C'est une bataille qui va être longue. C'est pas un blitzkrieg. C'est une ville d'1,5 million d'habitants, donc c'est une affaire de longue durée, plusieurs semaines, peut-être des mois. Mais pour prévoir déjà l'avenir, pour préparer la libération de Mossoul, une réunion internationale se tiendra dès ce jeudi à Paris. Et le sort des habitants de Mossoul inquiète l'ONU qui, à l'instar des États-Unis, craint que les djihadistes de l'État islamique retiennent des civils comme boucliers humains. Autre grande inquiétude, de l'utilisation d'armes chimiques. On écoute Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Irak. On ne peut pas exclure l'usage des armes chimiques. Nous craignons aussi que Daesh n'essaie, comme ils l'ont fait à Falloujah, de retenir les populations civiles pour s'en servir de boucliers humains ou même pour les jeter en première ligne des combats, sachant pertinemment que les forces irakiennes ne tireront pas sur les leurs. Pour toutes ces raisons, nous sommes très inquiets des dangers encourus par les civils. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les armes pourraient se taire à partir de ce jeudi au Yémen à la faveur d'une trêve de 72 heures renouvelable annoncée par l'ONU.
après 10 jours de violence et d'intenses pressions internationales. Le secrétaire d'État américain John Kerry a salué l'annonce de la trêve et réclamé de toutes les parties que cette cessation des hostilités soit reconduite sans condition. Cécile Galluccio. Dans ce marché du cœur de la capitale Sanaa, les habitants ont repris leurs habitudes après plusieurs jours de violences ininterrompues. L'ONU a annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 3 jours mercredi soir, mais la population semble désormais résignée. Une trêve? Ce que nous voulons, c'est la fin de la guerre. Nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu de 3 jours, nous voulons la fin de la guerre. Ils parlent à chaque fois d'une trêve, puis ils reprennent les frappes aériennes. Ils ont détruit nos maisons, toutes nos infrastructures et ils ont tué nos enfants. Et aujourd'hui, ils parlent d'un nouveau cessez-le-feu. Ce sera le 6e cessez-le-feu depuis le début du conflit qui oppose les insurgés houthis aux forces loyales au président Mansour Hadi. Le gouvernement est soutenu depuis mars 2015 par une coalition menée par l'Arabie Saoudite qui opère des frappes aériennes sur les positions des rebelles. Ces derniers contrôlent toujours la capitale Sanaa et plusieurs régions dans le nord, l'ouest et le centre du pays. Alors que les 5 précédentes trêves ont volé en éclats, les Yéménites redoutent une fois de plus l'échec de ce nouveau cessez-le-feu, tant les deux parties semblent irréconciliables. Cela dépendra des intentions de toutes les parties, s'ils sont sincères ou non. Que ce soit les parties en conflit dans le pays ou les alliés à l'étranger. Les conséquences de cette guerre sont désastreuses pour tout le monde. Le conflit a fait près de 7000 morts et 3 millions de déplacés à ce jour. Selon les organisations humanitaires, il y aurait 1 500 000 enfants souffrant de malnutrition. Alors que le dernier débat présidentiel américain va se dérouler à Las Vegas ce soir, Hillary Clinton est désormais en tête dans la plupart des sondages, ce qui lui donne un avantage précieux qu'il va falloir conserver. À la traîne, Donald Trump doit tenter de renverser la situation. Dans le camp républicain, comme dans le camp démocrate, on fait toutefois mine de ne pas accorder foi à ses études à moins de 3 semaines de l'élection du 8 novembre. Kim Vaudin nous en dit plus. Pour ce 3e débat, Hillary Clinton est arrivée tôt à Las Vegas. Comme pour les précédents duels, elle s'est préparée plusieurs jours à huis clos. Donald Trump, lui, a continué d'enchaîner les meetings et les attaques contre les médias. Les médias sont corrompus. Ils contribuent à la fraude en empoisonnant l'esprit des électeurs avec leurs mensonges. Je crois même qu'ils sont plus tortueux que ne l'est Hillary. Je le crois vraiment et c'est peu de le dire. Des charges que Donald Trump a commencé à brandir depuis qu'il a chuté dans les sondages. En cause, la publication d'une vidéo et les accusations de harcèlement sexuel contre lui qui ont suivi. Pour le président américain, aucun doute, le candidat républicain tente de se trouver une excuse en vue d'une éventuelle défaite. Vous commencez à pleurnicher alors que la partie n'est même pas terminée. Si votre réaction est de rejeter la faute sur les autres dès que ça va mal pour vous et que vous perdez, alors vous n'êtes pas fait pour ce métier. Je conseille à M. Trump d'arrêter de pleurnicher et d'essayer d'aller obtenir des voix. Un dernier débat qui s'annonce sous pression donc. Au programme, économie et politique étrangère, avec les dossiers syriens et russes notamment. Mais dans les rues de Las Vegas, beaucoup d'Américains n'attendent pas grand-chose de ce dernier débat. Pour eux, c'est de la politique spectacle. Ils ne parlent pas vraiment de politique dans les débats, ça tourne à autre chose, donc je ne crois pas que je vais le regarder. Je me demande combien de répétitions ils ont avant le débat, parce qu'on dirait une émission de télé-réalité pour moi. Je vais juste regarder ça comme je regarde le cirque, car c'est ce que je m'attends à voir. Après ce débat, les deux candidats entreront dans la dernière ligne droite, avec moins de 3 semaines avant le jour J. Berlin accueille ce mercredi un sommet entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Un format de réunion inauguré il y a 1 an à Paris pour faire le point sur les accords de Minsk et la situation dans l'est de l'Ukraine. Le conflit entre Russes et Ukrainiens à la frontière dure depuis plus de 2 ans, mais aucune avancée significative n'est attendue durant ce sommet. Ethan Hadji. C'était en février 2015 à Minsk. Après de longues heures de négociations, un accord sur un plan de paix en Ukraine était trouvé. Depuis, les violences ont certes baissé en intensité, mais elles demeurent quotidiennes dans la région du Donbass. L'objectif de la réunion de ce mercredi est de renouer le dialogue entre les parties, mais de l'avis même d'Angela Merkel,
les avancées risquent d'être limitées. Ça bloque à plusieurs niveaux, sur la question du cessez-le-feu, sur les questions politiques, sur la question humanitaire. On ne s'attend pas à un miracle à l'issue de cette rencontre, mais il faut faire l'effort de se retrouver pour continuer les négociations et réunir un sommet Normandie est peut-être le seul moyen diplomatique que nous ayons pour y parvenir. Cette réunion intervient dans un contexte très tendu entre Vladimir Poutine et les leaders occidentaux. Selon le ministre français des Affaires étrangères, les négociations visent à avancer sur la question du statut du Donbass pour y permettre la tenue d'élections locales. Mais cette possibilité a d'ores et déjà été écartée par le président ukrainien. J'imagine mal comment on peut mettre en place des élections locales en présence de troupes russes sur le territoire. Je ne peux pas offrir des élections libres et justes en présence de forces militaires étrangères. Aucun pays au monde ne peut le faire. La Russie continue de démentir toute intervention dans l'Est ukrainien et accuse de son côté Kiev de ne pas tenir ses engagements vis-à-vis des populations du Donbass. Allez, à présent, ces images en provenance des Philippines où de violents affrontements avec la police ont fait plusieurs blessés ce mercredi devant l'ambassade des États-Unis à Manille. 1 millier de personnes étaient réunies pour réclamer la fin de la présence militaire américaine dans le pays. Les manifestants ont été dispersés par la police à l'aide de canons à eau et de gaz. Au moins 21 personnes auraient été arrêtées. Cette manifestation intervient alors que les relations entre les Philippines et les États-Unis ne cessent de se dégrader depuis l'élection du nouveau président philippin, entré en fonction fin juin 2016. Le compte à rebours a débuté ce mercredi à 17h40. Dans moins d'une heure, le petit atterrisseur Scapatelli devrait se poser sur Mars pour la première grande mission européenne sur le sol martien. Encore faut-il que l'arrivée se passe en douceur. L'engin, grand de 2,5 mètres, pèse tout de même plus de 560 kilos. Objectif de la mission, tenter de trouver la présence de formes de vie. Cécile Galluccio. Au bout de 7 mois de voyage et près de 500 millions de kilomètres, Schiaparelli devrait enfin atterrir. L'opération est délicate. Sur ces images d'animation, l'atterrisseur entre dans l'atmosphère de Mars à la vitesse de 21 000 km/h. Un bouclier le protège de la chaleur, car à cette allure, Schiaparelli pourrait se détruire par échauffement. Puis quand la vitesse sera suffisamment basse, à 11 km de la planète, il déploiera son parachute larguant son bouclier, devenu inutile. Alors, à 2 mètres du sol, 9 rétrofusées prendront le relais pour lui permettre d'atterrir en douceur, tout près d'un véhicule posé par les Américains. La deuxième étape en 2020 consistera à faire atterrir cette fois-ci, toujours avec nos collègues russes, un véhicule qui va se déplacer à la surface de Mars, qui emporte un ensemble instrumental, encore une fois unique, et qui va être capable de forer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur. La mission pourra alors peut-être enfin répondre à la question, y a-t-il des traces de vie sur Mars ? Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres. La séance législative du Parlement reprend à 18h. Les députés libanais sont appelés à examiner 21 textes de loi. Ce mercredi, Saad Hariri a reçu à sa résidence au centre-ville de Beyrouth les ambassadeurs des États-Unis et de Russie. Les diplomates ont salué les efforts déployés par le chef du courant du futur dans le cadre de la présidentielle. Et le troisième débat présidentiel aux États-Unis, c'est ce soir à Las Vegas avec la confrontation ultime entre Donald Trump et Hillary Clinton, désormais en tête dans la plupart des sondages. Et c'est à donc 4h du matin, heure de Beyrouth. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre des 2 prochains JT.